Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Eurofoot et donc le dernier. Oui, le dernier épisode de Eurofoot. On n'aura pas duré très longtemps, hein, si je dis pas de bêtises, 4. Bah ouais, 4 matchs, 4 émissions, puisque la France a perdu. On le sait, donc face aux Suisses. Et alors là, hier, on était bien évidemment énervé parce que qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu pour cette émission, j'avais prévu les lunettes de soleil. J'avais prévu d'être en bleu, blanc, rouge. Je voulais du bleu. Je voulais du blanc. Voilà, j'avais préparé le drapeau. Il est là. Je voulais faire la fête. J'avais envie de sortir dans la rue. J'avais prévu le barbecue vendredi à 18h pour le France-Espagne. Voilà, j'avais prévu plein de choses. Et ben, il y aura rien. Et ben voilà, il y aura que totalement dalle. déraillé, Cyril, jamais. Vous voyez, on l'a perdu. Il y aura que dalle, il y aura plus rien. On va saluer, regardez, ils sont là, eux aussi, ils sont énervés, ils sont en colère, ils sont démoralisés. J'ai nommé Rémi Buzine, salut mon poteau. Salut Cyril, salut Franck. Ah bah ouais, bah alors lui j'ai l'impression qu'il a bouffé un tube de Prozac. Ah bah, Franck Quedru, le beau gosse. Salut Franck. Salut à vous, ça va les gars? Bon, eh ben écoute, je pense que ça irait beaucoup mieux, hein, comme pour des millions de Français, des millions de supporters bleu, blanc, rouge. Les amis, on va donc débriefer de cette défaite face à la Suisse. On va commencer directement par les statistiques de ce match. Regardez, 45% de possession de balle pour les Suisses, 55% pour les Français, 26 tirs pour les Bleus, seulement 8 tirs cadrés. Et côté passes réussies, on a 623 passes pour les Bleus et 533 donc pour les Suisses. Messieurs, comment expliquez-vous la claque que l'équipe de France s'est prise là pendant cet Euro? Comment on a pu avoir un tel échec? Quelles ont été les raisons principales pour vous? Parce que je tiens à rappeler quand même au passage que l'équipe de France a gagné qu'un seul match sur 4 et c'était sur un CSC. Franck, comment t'expliques cet échec pour l'Euro? C'est ce que j'allais dire, on a eu les prémices déjà dans les matchs de poule. On a gagné, comme tu dis, un match, c'est un CSC du Mels. Après, on a tout le temps été mené. Donc, on n'a jamais pris le jeu à notre compte. On s'est fait bouger à chaque fois dans les premiers instants du match, que ce soit contre la Hongrie, que ce soit contre toutes les équipes en fait. Et on se demandait, là, jusqu'à quand ça allait tenir. Et ça a tenu jusque-là, jusque la Suisse. La Suisse qui a joué son jeu, qui ne s'est pas démonté. Et on se demandait, au moins en première mi-temps, qui était le tenant du titre ou le champion du monde, quoi. Voilà, c'était triste. On n'a rien retrouvé de l'envie. On n'a pas vu les meilleurs joueurs, de l'équipe de France qui sont super forts en club, dans tous les grands clubs européens qui sont là. Et voilà, donc à part un ou deux qui ont tenu leur rang, après c'était compliqué. Rémi, comment tu l'expliques cet échec? Déjà, c'est un sentiment d'immense gâchis, et puis c'est aussi, je pense, le manque de cohésion. C'est-à-dire, on n'a pas retrouvé cet esprit d'équipe qu'on avait en 2018. Parce que quand on regarde, même si c'est une expression que j'aime pas toujours, mais sur le papier, c'est vrai qu'il y a vraiment ce sentiment de gâchis, parce que c'est vrai que tu as un effectif qui est quand même de qualité, tu as une génération qui est exceptionnelle. On n'a pas été vice-champion d'Europe pour rien, champion du monde. Il y a quand même une grande partie de cette ossature-là qui est encore là aujourd'hui, mais il n'y avait pas ce même état d'esprit. J'ai pas ressenti la même chose. Le banc qui va pousser l'équipe, qui va garder un bon état d'esprit. On a aussi eu une différence, je pense, par rapport au fait qu'on n'a jamais réussi à trouver une stabilité défensive. C'est-à-dire qu'on a toujours mis en avant l'armada offensive de l'équipe de France, mais la défense a été très souvent catastrophique et on peut souvent penser aux latéraux, Benjamin Pavard, l'anglais hier, franchement, c'est catastrophique. Donc, et même des fois les mots sont difficiles à trouver. Donc il y a un sentiment de déception, mais aussi de colère, parce que quand tu vois tout le potentiel qu'a cette équipe et ce qui a été fait sur le terrain hier en plusieurs temps, c'est-à-dire que alors on pourra revenir sur le début de la compétition comme l'a fait Franck, mais si on parle vraiment du match d'hier, tu as une première mi-temps où en fait, au-delà d'être inquiet, c'est-à-dire que tu es mené 1-0 à la pause, tu dis bon, 1-0 ça va, on est l'équipe de France, on peut revenir, mais en fait à la mi-temps tu as un sentiment,
qui est catastrophique parce que tu t'es fait bouger. Et ce que dit Franck en se disant, on se demandait qui était le champion du monde sur ce match-là, bah, c'est clairement en première mi-temps, on se pose la question. C'est une équipe de France qui est inexistante, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien, c'est fade, on se fait bouger, on est même à 2 doigts de se prendre le deuxième but, et je parle même pas du penalty en début de seconde mi-temps. C'est terrible. Et heureusement, en seconde mi-temps, ça va mieux. Et là où je dis qu'il y a une deuxième faute, c'est que tu es capable de renverser le score, d'aller même jusqu'à 3-1. Et puis au final, de lâcher prise. Donc c'est une double faute. Première mi-temps catastrophique. Et puis lâcher à 3-1, c'est une faute professionnelle. Parce que tu as le match en main, tu as tout pour garder le jeu. Et puis au final, tu te relâches totalement. Et voilà. Et c'est mérité au final. Franck, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, juste dire oui, alors ça n'explique pas tout, mais c'est en grande part, c'est compliqué de gérer toutes les blessures qu'ils ont eues aussi, un malchance au niveau de toutes ces blessures, parce que on va dire que ça bouleverse un peu l'équilibre de l'équipe, l'air de rien, parce que tu perds quand même tes 2 arrière-gauche, hein, Digne et Hernandez, donc c'est super compliqué de réagir pour ça. Et qu'est-ce que tu fais? Il a essayé de compenser en disant je vais mettre un mec de couloir en passant en 3-5-2 pour essayer de ne pas mettre quelqu'un par défaut, je veux dire, d'essayer de quelqu'un de cohérent, un milieu au milieu en étant 3 défenseurs. Puis voilà, donc ça n'a pas du tout marché. Il a su réagir en deuxième mi-temps en changeant le système de jeu, mais le système de jeu après c'est l'animation que tu y mets. Et je pense qu'ils ont retrouvé quand même un peu plus de sérénité dans le système qu'ils connaissaient. C'est-à-dire... ouais. Voilà. Justement, ce fameux 3-5-2 improvisé, alors que ce système a été utilisé une seule fois et ça remonte à pas mal de temps. Pour vous, c'est pas un problème d'avoir fait ça tout de suite en disant allez, on fait rentrer Landley, on fait un 3-5-2, alors que les mecs ils ont bossé sur autre chose. Alors je sais, Franck, tu vas me dire, quand on est professionnel, à mon avis on est capable d'évoluer sur n'importe quel système, mais tu pars pas avec toutes les chances de ton côté en prenant un système sur lequel t'as pas bossé encore. Je suis d'accord, voilà, si t'as pas bossé, après moi je suis pas aux entraînements pour dire qu'ils l'ont pas bossé, ils l'ont pas vu ou quoi, mais après les mecs, ouais, tu dois t'adapter, mais après c'est parce qu'il a fait par rapport aux joueurs qu'il avait dans l'effectif et des joueurs de valide, c'est-à-dire que là des joueurs de valide, t'avais 4 arrières centrales et 2 arrières droits, t'as plus personne à gauche, donc qu'est-ce qu'il se dit? Je dis 4 arrières centrales, je vais jouer avec 3 arrières centraux, et puis voilà quoi. Donc, ouais, mais regarde en deuxième mi-temps, quand ils sont passés avec 4 défenseurs, même avec Kimpembe à gauche, c'était déjà plus cohérent, Rémi. C'est vrai que moi je suis toujours un peu perturbé quand... C'est Rabiot qui est passé à gauche en deuxième mi-temps. Ouais, Rabiot. Excuse-moi. Je suis toujours un peu perturbé quand en huitième de finale tu changes ton système de jeu. Alors c'est vrai que tu es obligé de le faire en raison de certaines blessures, mais des fois je me poserai la question, est-ce qu'on n'a pas pris la Suisse un peu de haut aussi en changeant son dispositif de jeu en huitième de finale quoi. Enfin, ce dispositif en 3-5-2, il est très dur à maîtriser, on le voit et on l'a vu hier justement, c'est que cette équipe, elle était totalement perdue dans les repères, donc la stabilité elle est quand même importante, la stabilité elle est quand même hyper importante, surtout que il y a des joueurs qui ont très peu joué ensemble, il y avait quand même le retour de Karim Benzema notamment, donc si en plus de ça tu changes pas mal de choses en cours de route, voilà, on l'a vu dès que le système de jeu est revenu à 4 derrière, ça a été quand même différent pour la suite du match. Donc moi j'étais un peu dérangé de ce côté-là, même si c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes. Ce qui était marquant là, et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, c'était la faiblesse défensive. La paire Varane-Kimpembe depuis le début de l'Euro, on peut pas dire que c'était super rassurant. C'était pas 100%, enfin toi, c'était pas l'agence tout risque. La rentrée de Landley, bon, ça n'a pas été ça. Pavard, j'en parle même pas. Justement, Pavard, Franck, c'était ton tacle par derrière. Ouais, parce que voilà, moins bien déjà sur ce match-là. Puis après, voilà, c'est beaucoup d'erreurs de placement. J'ai trouvé même, alors qu'il jouait à son poste, il était bizarrement, puis il y a le penalty. Est-ce qu'il n'est pas surcoté que Loris c'est un super barret parce que voilà, là, je parlais des joueurs qui ont tenu son rang, Loris en fait partie. Je pense qu'il doit arrêter le penalty, il l'arrête au bon moment, après bon. Est-ce que Pavard est pas surcoté, clairement?
Rémi? Oh, je pense pas. Moi, je pense Non? pas. Non, 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 c'est un bon joueur. C'est que là, voilà, il a eu un, un match sans, comme on dit. Tu Ouais, peux, enfin, il y en tu a pourras, plusieurs d'affilée quand tu même, hein. pourras tout faire, Ouais. mais voilà. Bah, attends, et contre l'Allemagne, il a été bon. Il a fait un bon match. Euh, Peut-être pas un début de match, mais le mec de la Hongrie, il a fait le match de sa vie contre Pavard. Il pouvait tenter n'importe quoi. Il marchait sur le ballon, ça lui roulait sur la tête. Il faisait n'importe quoi, l'autre. Ça passait. Donc C'est quand même. quand tu joues des joueurs comme ça, tu peux rien faire, honnêtement, hein. Les mecs, ils marchent sur l'eau. Les Bleus ont encaissé 6 buts donc, en 3 rencontres, bien trop hein, pour espérer quoi que ce soit, surtout dans une compétition comme l'Euro, on le sait. Tiens, petite parenthèse, un Klose aurait pas fait du bien, les gars? C'est difficile à dire, mais quand tu vois la prestation de Pavard, tu peux te poser la question. Bah, Puis en plus, dans un 3-5-2 comme hier, tu peux te dire, bon, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que c'est un joueur qui aurait maîtrisé ce système de jeu-là et ça aurait pu se justifier. Mais par rapport à Pavard, je suis mitigé. C'est dans le sens où il a fait un Euro qui est pas terrible, mais ne crachons pas sur ce qu'on a apprécié hier. Et je dirais ça de façon générale. Pavard, en 2018, ça a été un artisan important. En tout cas, il avait été très cohérent de cette équipe championne du monde. Donc, qu'il soit reconduit en 2021 pour l'Euro, c'était assez logique. Mais ouais, il n'était pas dans la même forme. Je crois qu'au Bayern Munich, alors j'ai pas trop suivi la saison du Bayern, mais je crois qu'il n'est pas forcément utilisé dans cette position de latéral droit avec le Bayern. Donc, est-ce que ça joue un peu aussi? À voir. Mais c'est vrai que la concurrence, elle était pas forte de ce côté-là. C'est-à-dire que quand tu te retrouves avec Koundé, qui je crois ne joue pas non plus latéral droit, qui avait joué contre le Portugal à ce poste, qui a été catastrophique, du coup, défensivement, en fait, la concurrence, elle était assez faible. Parce que dès que tu remplaçais un joueur par un autre, en fait, c'était catastrophique. ouais. C'était pire en fait, Ouais. tu t'es retrouvé avec des joueurs qui n'étaient pas forcément stimulés par la concurrence et puis qui je pense même aussi par l'état d'esprit. Je suis pas persuadé que ces joueurs comme Koundé, comme Langlais qui avaient l'air très timorés autant sur le terrain que dans le vestiaire, ça apportait la même chose que des joueurs qui, ça peut paraître anecdotique, mais par exemple un joueur comme Adil Rami en 2018. C'était un peu l'amuseur du vestiaire, il n'avait pas forcément le niveau pour être sur le terrain, mais il était hyper important dans le groupe parce qu'il apportait cette cohésion. Et cette cohésion, elle a été perdue, je pense même aussi à d'autres moments. Quand tu vois pendant la préparation aussi Giroud qui se prend le bec avec Mbappé publiquement, médiatiquement, c'était pas annonciateur de très bonnes choses parce que on n'avait pas vu ça en 2018. En 2018, tu avais les joueurs, ceux qu'on a vus là pour une grande partie, mais tu avais aussi cette cohésion, et cette cohésion, elle a manqué totalement, mais totalement. Enfin, vraiment, ça, il n'y avait pas ce lien entre les joueurs, que ce soit sur le terrain ou même Et en dehors. Ça, voilà. Je vais prendre la Franck. place de Cyril Jamais. Et je vais te demander, Rémi, est-ce que Deschamps n'a pas sa part là-dedans? Bah, bien sûr. Bien Bien sûr sûr. que si. Mais de manière, regarde, moi Parce je que pense moi, que je pense, Deschamps. hein, moi, je je pense- suis un moi- fervent fan d'Olivier Giroud, par exemple. Et je suis dégoûté qu'il n'ait pas joué, tu vois. Ouais. Honnêtement. J'aime bien son jeu. Et c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et il joue pas. Pas une Mais minute. moi je, Et il est rentré à la fin parce qu'il n'a pas le choix, parce que Benzema était pas bien. Moi, je pense que Deschamps, C'est dommage. Franck, je pense que Deschamps, aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, ça y ressemble beaucoup, a perdu une partie de son autorité dans le groupe. Deschamps, il était, Ouais, je vois il ce est que tu veux reconnu, dire. Je vois ce que tu il veux est dire. reconnu pour ça. Il est reconnu pour ça. En 2018, c'était le patron, d'accord. Ouais. Deschamps, il disait quelque chose. Tu sais très bien que c'était comme ça, dur comme du fer. Il reviendra jamais sur ces trucs. C'est lui le patron. Et le groupe le respectait. Aujourd'hui, on va en reparler, entre les Kylian Mbappé et donc ce qu'il a envie avec les petits plaisirs de princesse et tout. Entre Coman qui veut pas sortir. Et puis encore plein d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il a perdu une partie de son autorité. J'en suis même pratiquement persuadé. Alors, est-ce une partie de son autorité, moi j'allais être un peu moins direct. Je pense que le message ne passe plus. Ouais. C'est juste ça. Voilà, je pense que ça fait combien de temps qu'il est sélectionneur, Dédé? Oh, Ça fait 7 ans, je crois, depuis 7 ans, 2014. C'est Non, temps. même Alors avant, moi je je crois suis qu'il dans a la été en durée, hein. 2012 même. J'aime bien pour la durée, mais en équipe de France, en fait, la durée c'est compliqué. C'est
les joueurs ils se renouvellent et le message ne passe pas forcément avec la nouvelle jeunesse peut-être ou voilà comme tu dis les Mbappé, les Koundé, voilà tous ceux-là qui arrivent, les nouveaux je veux dire les nouveaux de l'équipe de France, les nouveaux jeunes, j'ai envie de dire. Et donc peut-être que voilà, et ils entraînent forcément dans le mauvais sens peut-être d'autres joueurs qui Je suis peut-être adhèrent. un peu plus réservé quand même là-dessus. Enfin, faut quand même pas oublier le parcours de Didier Deschamps. Je crois que c'est un quart de finale en 2014, finale en 2016, champion en 2018. Là, c'est, on va dire, la première fois qu'on se retrouve à ne pas remplir les objectifs. Parce qu'à l'époque, quand Didier Deschamps avait repris l'équipe de France après Laurent Blanc, on était encore un peu dans la période post-Domenech qui était catastrophique. Le groupe est quand même sensiblement le même qu'en 2018. Je crois quand même que de par son parcours, de par les résultats qu'il a eu, Didier Deschamps, il est quand même écouté dans le vestiaire. Je pense plutôt que c'est une formule qu'il n'a pas réussi à trouver. Quand je parlais de gâchis, il y a la petite nuance que je mettrais, c'est vraiment sur le plan défensif. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir probablement la meilleure attaque, le meilleur milieu, mais qu'en défense, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Varane, c'est génial. Kimpembe, ça peut se vautrer parfois de temps en temps. Et voilà, c'est un très très bon joueur, mais est-ce que c'est forcément le top qui te met champion? Je sais pas. Et puis au niveau des latéraux, c'est un peu compliqué. Alors Hernandez est très bien, mais bon, voilà, quand il est absent, c'est plus compliqué. Pavard, voilà, ça peut être un peu limite au final. Ouais, mais Moi, bon, ces deux mecs qui sont, tu vois. Et puis t'as pas de banc, au niveau du banc défensif, voilà, tu te retrouves. Moi, je pense que c'est plus ça. Ou... Moi, c'est Tu vois, plus la l'anglais, profondeur de banc qui est dérangeante. Alors, bon, tu perds un Dembélé début de compétition. Je pense que, tu vois, les mecs, ils ont pris un coup sur la tête quand même, parce que tu perds des potes à chaque fois par blessure, et c'est éprouvant quand même, l'air de rien. Quand les entrants n'ont pas été bons du tout. Hein. Voilà, tu vois, ça Jules aide pas. Koundé qui a été catastrophique. L'anglais hier, on n'en parle même pas, il sort à la mi-temps, mais au final on a l'impression que ceux qui suivent... Moi je lisais les commentaires des supporters du FC Barcelone en disant mais il n'y a que ceux qui ont suivi la saison du FC Barcelone qui ne sont pas surpris en fait. Parce qu'il a fait une saison qui a été très moyenne. Moi, je vais vous poser une question. Alors, en plus, je suis pro Benzema, hein, donc qu'on n'y voit aucun problème. J'adore Karim Benzema. Mais quand on est sélectionneur de l'équipe de France, on sélectionne Karim Benzema 3 semaines avant une compétition comme le championnat d'Europe. D'accord ? Il sélectionne Karim Benzema. Donc, ça veut dire qu'il change tout. Enfin, il change beaucoup de choses. L'animation offensive, c'est plus la même. Parce que forcément, s'il prend un mec comme Benzema, il le met titulaire. C'est ce qu'il a fait. Attends, Deschamps, pendant des années, il n'a pas voulu le sélectionner. D'accord ? Donc là, il avait une certaine autorité. Là, la poigne de Deschamps, elle était légendaire et reconnue. Pourquoi, 3 semaines après, il sélectionne Karim Benzema ? Pour moi, alors j'étais partagé parce que j'étais super content de voir enfin un des meilleurs attaquants du monde revêtir le maillot bleu, de nouveau. Mais je me disais, mais attends, mais il est débile ou quoi ? Tu peux pas, ça va foutre le dawa. Non ? Moi, il aurait fallu le faire revenir plus tôt. J'étais comme toi, Cyril, en fait. J'étais content parce que voilà, c'est un des meilleurs attaquants au monde en ce moment. Puis pour ce qu'il fait au Real depuis beaucoup d'années maintenant, oui. Il y a beaucoup d'attaquants qui sont venus, qui se sont cassés les dents, qui sont repartis. Lui, il est toujours resté. Hein. Il est toujours resté. Avec l'efficacité. Mais tu prends pas... Je veux dire, Deschamps, il découvre pas Benzema maintenant. Je suis d'accord avec Rémi, il aurait dû peut-être le prendre avant dans les matchs et de lui enlever une certaine pression, d'enlever une certaine pression médiatique à l'équipe de France. Voilà, on a pris Benzema, maintenant on doit être champion d'Europe, c'est sûr. Voilà, tu l'as pris. Bien sûr, et bien évidemment. Donc, je pense que donc ça, c'est une erreur, ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute, et ça, et ça rejoint ce que je dis, Deschamps a perdu une partie de son autorité. Je pense que c'est pas seulement Deschamps qui a accepté de sélectionner Karim Benzema. Le problème, c'est que Didier Deschamps, il s'est retrouvé un peu au pied du mur par rapport à Karim Benzema. Depuis des années, il était entêté pour des problèmes extrasportifs relationnels qui nous dépassent un peu. Mais il y avait un Olivier Giroud qui restait encore performant. Là, on est arrivé au moment donné, on était dans cette limite de cette logique. C'est-à-dire avec un Giroud qui joue presque plus avec Chelsea et un Karim Benzema qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. Donc ça devenait très compliqué à justifier
le fait de mettre un Karim Benzema sur la touche alors que l'attaquant titulaire de l'équipe de France ne joue quasiment plus en club. Donc sur le retour de Karim Benzema, ça se légitimait. Moi je me dis tant mieux que Didier Deschamps et Karim Benzema aient réussi à enterrer l'âge de guerre. Mais le problème c'est le timing. Pour moi Mais c'est c'est clairement ça. le timing. C'est C'est-à-dire ce que que tu je te dis. l'annonces au moment de la liste, on est tous surpris. Je pense C'est ce que que je te dis. les joueurs le sont un peu aussi. Si on l'avait récupéré un peu plus tôt, ça aurait été mieux déjà je pense pour que le groupe intègre un joueur que la plupart ne connaissent pas vu que entre le moment où il était plus sélectionné et aujourd'hui l'équipe de France a quasiment totalement changé et puis aussi pour pouvoir s'intégrer et créer des automatismes parce que là en Mais gros bien ces sûr, mais automatismes bien se sûr. sont créés au moment de la liste donc c'est vrai Mais que il y a ça il y a des années qu'il aurait dû être repris, Benzema. Il aurait pratiquement. Enfin, tu vois, Enfin, bref, on va pas refaire mais c'est euh, regrettable parce que l'épisode. ça casse probablement aussi la cohésion du groupe. On avance les copains sur ce 8e de finale. On va regarder qui a été élu café crème des supporters pour ce match. C'est Paul Pogba avec 53% des votes. Karim Benzema deuxième avec 39%. Êtes-vous d'accord avec le vote des supporters? Tiens Franck, est-ce que tu aurais voté Paul Pogba comme les supporters entre Karim Benzema, Lloris et Griezmann? T'aurais voté lequel? Ah bah tu me poses une colle là? Parce que Ouais. moi j'ai pas mis lui du tout. Je sais, mais là, mais, si tu devais répondre à cette question. Alors tu me dis Pogba, Benzema Pogba, ou... Benzema, Lloris, Griezmann. Ouais, je te dirais Lloris alors. Ok, d'accord. Rémi? Mais bon, ouais, vas-y, je te dis Lloris. Ok. Rémi, Pogba, tu l'aurais désigné homme du match ou pas? Non, parce que Non je trouve que justement dans les 10 dernières minutes, c'est là où justement il fait partie des joueurs qui ont vraiment baissé d'un cran à ce moment-là et c'est vraiment dommage. J'hésite entre Benzema et Lloris parce que Lloris t'arrête le penalty qui te permet de rester en vie et qui je pense met un gros coup de massue à la Suisse et qui galvanise l'équipe de France et ça retombe tout à ce moment-là. Mais en même temps Benzema c'est vrai que son doublé voilà, qui récompense ses efforts parce que c'est vrai que moi, la frustration que j'avais par rapport à Karim Benzema sur les 2 premiers matchs, c'est-à-dire qu'il se donnait beaucoup mais il n'était pas récompensé. Là il a été récompensé de ses efforts et c'était à juste titre donc je suis assez partagé, je donnerais peut-être d'une courte tête Karim Benzema. Et le souci avec Paul Pogba, c'est ce qu'on disait Rémi la dernière fois, souviens-toi Franck, t'étais pas là, qu'est-ce que t'en penses du fait qu'on disait que le plus gros problème de Paul Pogba, c'était son inconstance, sa régularité. C'est-à-dire que le mec, il peut te sortir des gestes de génie et 10 minutes plus tard, tu vas le voir effacé pendant 25 minutes, 30 minutes, il est plus là. Attention, ensuite, moi je parle de ce match-là. Parce que si tu fais le total sur tout l'Euro et sur ce qu'il est, Ouais. il a surnagé. Oui, C'était le oui. meilleur joueur. Et juste après, tu as N'Golo Kanté. Pour Ouais. moi. Regarde, Kanté, il a été Parce que complètement Benzema, absent. il met 2 doublés, je suis d'accord. C'est important, c'est un buteur, tout ça. Mais, tu vois, Benzema, il est pas loin aussi. Hein. Je vais être honnête. Ouais. Hein. Parce que on dit c'est un attaquant. Tu sais, on parle des 2 premiers matchs où il marque pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait chier les équipes en se mettant entre les lignes, en décrochant, en venant, en gardant le ballon, en changeant de côté, en ressortant le ballon. Et ça, c'est chiant. Et Avec la voilà, générosité, dans la générosité, dans le replacement, parce qu'il venait vachement bas pour bloquer des lignes de passe aussi, défensivement. Donc voilà, non. Mais pour moi, sur le podium, tu as de Pogba. 7 euros, tu as Pogba, N'Golo Kanté et Benzema. Pour moi, voilà, après... Je suis plutôt d'accord. Tous les pays nous les envient. C'est ce que titrait l'équipe le 2 juin dernier. Mbappé, Griezmann, Benzema. Dans le jeu, on a rarement senti, on peut le dire, une réelle connexion entre les trois. Comment vous pouvez l'expliquer ça? Est-ce que c'était prévisible? Est-ce que le jour où Benzema est arrivé dans l'équipe, est-ce que vous vous êtes dit ça va pas être si facile que ça que les trois puissent bien se retrouver? Ça revient à ce qu'on disait précédemment en fait. Hein. Ouais. Ils ont le même jeu. Ils ont tous les mêmes jeux. Et puis ils ont peu travaillé ensemble, ils ont peu joué ensemble. C'est-à-dire que tu as 3 joueurs qui sont fantastiques. En effet, que tout le monde nous les envie, c'est pas surprenant. Mais en même temps, je veux dire, il faut créer une connexion, il faut qu'il y ait une alchimie entre ces joueurs-là. Et ils se retrouvent, l'Euro c'est parti, 2-3 matchs de préparation et on y va. Bah non, ça prend beaucoup plus de temps, ça prend beaucoup plus d'entraînement. Avec moins de pression justement qu'une compétition comme ça aussi importante directement.
Il aurait fallu, je pense, 6 mois, 1 an pour ça. C'est pour ça, ça revient vraiment sur le retour de Karim Benzema. S'il était intervenu 6 mois, 1 an plus tôt, bah, peut-être Ça aurait pu qu'on est être sur différent. une connexion Ouais. différente, une intégration différente aussi dans le groupe. Tiens, regarde, quelques messages de supporters. Frédéric qui nous écrit Mbappé incapable de se remettre en question. Même sur le tir au but, il voulait le retirer, c'est vrai, hein, en pensant que le gardien suisse était parti trop tôt. Il faut qu'il s'éloigne de Neymar au plus vite s'il veut encore progresser. Sur le penalty, il y a quand même une légère discussion. C'est vrai qu'il, je crois, s'élance un peu avant. Il est légèrement avancé. Bon, on chipote. Hein. Il y a eu des erreurs d'arbitrage beaucoup plus importantes que celle. Mais c'est vrai que sur l'instant, on peut se poser la question. Même le gardien suisse, hein, il y a un petit moment de flottement aussi de son côté, avant qu'on voit que la victoire est vraiment validée pour les Suisses. Hein. Le côté mentalité de Neymar, tu vois, je fais le lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Franck, la mentalité donc de Mbappé, c'est un problème ou pas? Sérieusement. Sérieusement, je pense pas. Non, c'est quelqu'un qui a confiance en son jeu. Alors ça, faut pas lui enlever. Ouais. Et après, pour le penalty, je le reprocherai jamais. Parce qu'il y a que ceux qui tirent pas qui les manquent pas. Là, voilà, il a porté ses cojones. Il les a pris, il a essayé. Et les mecs, c'est un super barré du gardien, faut pas l'oublier. Il est bien tiré le penalty. C'est parce que le gardien, comme tu dis, il anticipe du bon côté, il part au bon moment. Et voilà, il a la main solide. C'est pas n'importe quel gardien. Pendant tout le match, vous avez vu tous les arrêts qu'il a fait. Ouais, Sommer, ouais, il était en confiance. ouais. Après, pour, Non, je te pour parle Mbappé, plus, Franck. Je te parlais plus de son état d'esprit, les déclarations dans la presse qu'il a fait pendant l'Euro, le fait que monsieur veut tirer les coups francs et Didier Deschamps accepte de lui laisser tirer les coups francs parce que soi-disant il les tire très bien à l'entraînement. C'est ça que je veux mettre en avant. après, c'est un attaquant, ça a besoin de confiance, ça a besoin de prendre les choses en main. Moi, je pense que c'est important. Moi, je sais que quand je jouais, euh, je tirais pas les pénaltys parce que pour moi, le plus important, c'est les attaquants. Ils doivent se mettre en confiance, marquer des buts, tu vois, et Mm. avoir cette habitude-là. Donc, pour moi, les attaquants, ça doit être des crevards. Ils veulent tout faire, c'est logique. Non mais tu peux avoir une bonne mentalité et puis être crevard et être compétiteur. Bien sûr qu'il faut qu'il garde ça, Mbappé. Rémi, Mais qui aurait tiré d'après toi les coups francs? Non mais je te parle même pas du penalty. Non, Je te non, parle mais les coups francs, les trucs et tout. Bah, les coups francs, déjà tu peux en mettre une partie si c'est bien placé pour Griezmann, par exemple, déjà et d'une. Elle est gaucher, Griezmann. Ouais, non, mais quand c'est bien placé, quand c'est placé pour un gaucher, ça peut être Griezmann, Ah bah bien sûr. bien évidemment. Bah, c'est même lui qui, je pense, qui les tire, non? Bah, je suis sûr que ça serait Mbappé si c'était bien placé malgré. malgré Après, le côté, écoute, moi je préfère un attaquant qui a confiance en lui, qui... Voilà, comme ça, en fait. Mais après, oui, je peux comprendre que ça peut énerver certains quand il y a la contre-performance derrière ou quand, voilà, ça a pas été dans son sens. Mais un attaquant, faut pas lui enlever la confiance, sinon il a plus rien. C'est bien, il a pris ses responsabilités. Enfin, on l'aurait soulevé en héros s'il avait réussi hier. Alors même s'il y aurait eu un. Non, non, mais je remets pas en cause le tir, mais tireur, voilà. le tir. Hein. Après, Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire, il n'y a pas de problème. ça pose quand même un souci sur coup de pied arrêté quand même plus global. C'est que je crois que l'équipe de France n'a pas marqué, je crois, sur coup de pied arrêté depuis un très long moment. Ça fait plusieurs années. Ouais. Hein. Donc c'est quand même aussi une question au niveau des tireurs de coup de pied arrêté. Il faut toujours mettre le juste milieu parce que j'entends ce que tu dis, Cyril, entre la détermination et le courage qu'on peut avoir justement en allant tirer 5e penalty, puis en même temps le fait de vouloir tout tirer pour essayer d'améliorer ses statistiques. Peut-être que Kylian Mbappé est un peu gourmand. Pour avoir suivi un peu sa saison avec le PSG, en fait, ce qu'on a vécu avec l'équipe de France, c'est un peu ce qu'il fait au PSG. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est incroyable. Voilà, ça va être l'homme du match, le Mbappé qu'on connaît et qu'on aime. Et puis d'autres où il va passer totalement au travers, comme c'est arrivé en Ligue des Champions sur certains matchs. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il vit un peu une période un peu compliquée, même d'un point de vue personnel, parce que son avenir... Ouais. Va-t-il remplir? Il faut savoir qu'il est en fin de contrat dans un an avec le PSG. Est-ce qu'il prolonge? Est-ce qu'il quitte le PSG? Est-ce qu'il part au clash? Comment ça va se passer? C'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Tout est allé tellement vite pour lui. Il ne faut pas oublier qu'il a que 22 ans, même si il a toujours voulu qu'on lui retire le fait que ce soit un jeune joueur. Il y a quand même un moment donné, voilà, ça fait 5-6 saisons qu'il est en pro.
il a encore un cap à passer pour aller chercher les récompenses individuelles, parce que c'est clairement le type de joueur qui voudra aller chercher le ballon d'or à un moment ou un autre. Je pense qu'il en a conscience, que l'Euro aurait peut-être pu lui permettre de s'y approcher si jamais on gagnait l'Euro et qu'il avait fait un Euro performant. Mais voilà, il y a peut-être une petite période de crise pour ce joueur, mais voilà, n'oublions pas. Voilà, moi j'étais très affecté et peiné par les commentaires parfois qu'on a pu lire sur ce joueur hier, parce qu'on peut critiquer certaines choses, mais parfois il y a une virulence des propos. La virulence de l'instant, moi, me dérange énormément, parce que ne détestons pas, ne haïssons pas ce qu'on a aimé, adoré hier. Voilà, c'est des joueurs qui ont été champions du monde il y a 3 ans, faut pas l'oublier quand même. Qui nous ont transportés, qui nous ont fait vibrer. Et là, hier, on a l'impression que ils étaient en dessous de tout. Oui, il y a des critiques à faire, mais Qu'elle soit que c'est des joueurs qui, constructive. voilà, il faut que ce soit constructif. Et franchement, hier, c'était pas toujours le cas. Et c'est un peu regrettable, parce que je pense que c'est des joueurs qui nous feront encore rêver demain, que ce soit les Pogba, Varane, Mbappé et autres. On est très heureux de les avoir. Dans un an, il y a la J'ai- Coupe du Monde. Bah ouais, ça va vite. Hein. J'ai l'impression d'avoir écouté un discours de politique. Il parle bien, le Rémi, sans Ouais, déconner. mais Et il ça, est tu pote vois, avec Macron. Hein. c'est ce Ouais. que j'allais dire. À force Discours de de traîner avec politique. Macron. Discours de politique, je sais pas si je dois bien le prendre. Hein. Tiens, un autre homme qui a été mis en avant suite à cette élimination, vous en doutez, c'est Didier Deschamps. Message de Grégory: Deschamps, sans aucun doute, tacle par derrière pour sa sélection avec des joueurs blessés, des changements de système avec des joueurs non adaptés, sortir Griezmann à 5 minutes d'une possible prolongation, et puis Sissoko, quoi, j'en peux plus de lui. Frédéric qui nous écrit: moi je fais un tacle par derrière, les 2 pieds décollés du sol pour le staff des Bleus, dont Dédé, le premier qui nous met un système à la Lensoise qu'il ne sait pas gérer du tout, accompagné d'une avalanche de blessés, et qui ne sait pas gérer l'ego surdimensionné de Mbappé. J'aimerais qu'on termine ce dernier épisode de Refoot avec un petit peu l'avenir de Didier Deschamps, parce que dans l'équipe, Noël Le Graët s'est exprimé chez nos confrères de l'équipe. Il dit, je cite, je vous en cite quelques extraits: j'avais fixé comme objectif le dernier carré. On aurait dû passer ce tour-là. Quand on mène 3-1, 10 minutes de la fin, c'est quand même dommage. Donc l'objectif n'est pas atteint, mais il y en a eu tellement d'autres d'atteints. Il faut toujours faire la part des choses. Et puis, autre extrait. Ça veut dire qu'il va le dégager, je t'annonce. Bah, C'est justement, attends. c'est un compliment déguisé pour dire merci pour tes services. Et voilà. Et alors, Enfin, le écoute bien. Graal qui est pas exemple de tout reproche, hein, d'ailleurs. Hein. Attendez. Et donc, écoute, pour continuer une mission, il faut être tous les deux sur la même longueur d'onde. Pour l'instant, comme je ne l'ai pas vu, je n'en sais rien. Avec Didier, il faut que l'on passe une bonne journée ensemble, qu'on l'on bavarde, et à la fin de la journée, on aura une décision. Voilà. À votre avis, Didier Deschamps, stop ou encore avec Noël Le Graët? Qu'est-ce que ça va faire? Alors ça dépend. Ça dépend si il veut faire un coup ou pas. De dire bah, là je change tout de suite. Et t'as un an le prochain sélectionneur pour la Coupe du Monde. Donc voilà. Ouais. Soit il garde la dèche et quoi qu'il arrive, après la Coupe du Monde, il change. Ouais. Et à ton avis, tu miserais sur quelle solution? À ton Bah, avis, pour là, comme moi- ça, Moi là comme ça là, avec Ouais. ce que tu viens de me dire et Ouais. ce que je pressentais déjà s'il performait pas, moi je tu mets une pense pièce qu'il sur quoi? sur un départ et sur dans les mains de Zizou. Ouais. Ouais. Bah, Rémi? Ouais, puis je crois que pour la première fois, en gros, tu as l'équipe de France en difficulté. Au même moment, tu as Zidane qui est libre de tout contrat. Donc, tu as un alignement des planètes qui laisse émettre un doute. Après, sur les propos de Le Graët, moi, je prendrais un petit peu plus de recul, parce qu'en fait, il faut que la volonté elle soit conjointe. Le Graët, bon, il n'a pas l'air de dire non plus qu'il en veut plus, mais il faut aussi que Didier Deschamps s'exprime, qu'il discute. Hein. C'est quelque chose de collégial. Hein. Ça se trouve, Didier Deschamps, il peut être honnête avec lui-même, puis dire bah voilà, je ressens plus les choses. En discutant, bah voilà, les choses s'arrêtent, et puis il passe sur autre chose. Donc Il lui reste Mais- du contrat à la dèche ou comment ça se passe? Ouais, il lui reste encore jusqu'à un an, jusqu'à la hein, Coupe je du crois. Monde, je crois. hein. Ouais, Il jusqu'à la reste- Coupe il du reste Monde. Jusqu'à la Coupe du Monde. Donc à Mais voir. après, attention, Deschamps, il est pas du style à partir sur un échec. Hein. Attention, on peut Oui. être surpris. Il peut rester jusqu'à la Coupe du Monde et vouloir rattraper un petit peu cet échec cuisant pour cet Euro. Ouais. Puis il y a des paramètres qu'on n'a pas forcément, c'est-à-dire que bon là on discute beaucoup sur la cohésion du groupe, etc., sur l'adhésion du groupe à l'entraîneur, on émet des hypothèses mais on n'est pas à l'intérieur, donc il y a quelques petits paramètres que nous on n'a pas forcément. On peut imaginer que le Graët il va aussi sonder des joueurs cadres
Il va parler sûrement à Lloris, Varane, Pogba, Mbappé, voir un peu leur avis. Et c'est des joueurs comme ça qui peuvent aussi influencer selon leur ressenti, hein, même si c'est pas les joueurs qui dictent leurs lois, mais on les écoute quand même un peu dans ce genre de situation-là. Après, moi, je profite de la question parce que tu parles de Le Graët. Moi, je trouve que lui-même aussi, moi, j'émets quand même des doutes. C'est-à-dire que sur la sérénité autour du groupe, quand on a eu par exemple des polémiques débiles autour de l'hymne de l'équipe de France, sur Youssoupha, est-ce qu'il fallait ou pas, mine de rien, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même toutes des choses dans la communication autour de l'équipe de France qui m'ont montré quelques signaux avant l'Euro, qui n'étaient pas des bons signaux en termes de maîtrise de communication. Quand tu fais des polémiques sur des trucs stériles, après il y a eu l'autre polémique après qui a été instrumentalisée par des politiques sur le genou à terre. En fait, on a vécu un Euro avec malheureusement dans la communication autour, et même parfois aussi politique, qui a été honteuse et qui pose quand même des questions, c'est l'instrumentalisation de l'équipe de France par les politiques et autres, et ça crée un véritable malaise. Hein, quand mais alors là, tu nous as perdu. C'est beaucoup trop. C'est pas assez foot tout ça. C'est pas assez football. Mais je suis désolé, mais ça tombe quand même sur le foot parce que ça retombe quand même sur le foot parce que l'influence des politiques, l'influence de tout ce qui est institutionnel autour. Noël Le Graët, c'est le président de la Fédération française de football. Ouais, et sur cet hymne-là, je trouve que c'est des choses, on a l'impression peut-être que les joueurs s'en foutent, mais ça crée quelque chose autour de l'équipe de France qui est pas bon. Après, il y a eu des choses à l'intérieur de l'équipe de France, Giroud, Mbappé. Voilà, ça crée quelque chose de pas terrible. Tu as eu le truc entre Giroud et Mbappé, où là, c'est quelque chose qui est interne au groupe. Quand tu as Giroud qui va dire ça dans les médias, voilà, on apprécie beaucoup Giroud, mais c'est pas intelligent parce que ça crée des tensions. Des tensions, il y en a toujours eu dans un groupe. Enfin, Franck pourra le confirmer. Voilà, il y a toujours des tensions dans un vestiaire. L'autorité dans du le vestiaire, sélectionneur. quoi. Ça doit se régler dans le vestiaire. Bon, les copains, c'est terminé. On en a fini donc pour l'Euro. Eh oui, c'est terminé. Dernier épisode. Il aura été court. Je pensais qu'on allait pouvoir aller en finale. Eh ben, écoutez, on n'ira pas en finale. On va quand même terminer avec des notes. Hein. Ah ouais, avec des notes bleu, blanc, rouge. Mais c'est rien, on est français, on est fiers quand même. On reste bleu, blanc, rouge. Et on souhaite bonne chance à la Suisse. Voilà. Juste une petite question, les gars. Je prends le rôle de Cyril Jamais, mais vous voyez qui gagner l'Euro là? Moi, l'Angleterre. Moi, je vois. Ils sont. Au moment où on enregistre, ils sont en train de jouer. Alors, je vais te dire combien. Ils ont gagné 2-0. Non. Ouais. Sterling et Kane. Eh ben écoute, bravo, allez l'Angleterre. Moi je verrais bien une petite finale Angleterre contre qui, tiens? Belgique. Oh bah alors là, Guillaume, il va y avoir de la bière. Direct. La Belgique. Moi je soutiens les. Enfin oh non. Enfin, soutien, j'envoie un salut amical aux Belges, mais pas tous, parce que j'ai vu des images quand même pas terribles hier. Il y a quand même des Belges qui ont brûlé des drapeaux français. Ça ne m'a pas plu. Ça m'a bien énervé. Et d'autres qui ont fait la fête, Exactement. qui ont fêté l'élimination de l'équipe de France. Mais c'est quand même une mais c'est une revanche. Il faut pas oublier que c'est une revanche, parce que en 2018, quand tu allais dans un bar en Belgique et tu disais et que le barman il te demandait tu veux un coca, oui, mais 1-0. Alors eh ben on terminera sur cette note d'humour de mon Franck. Bon, passez un bel été. On se retrouve bien évidemment les copains pour Lance Foot saison 2 avec plein de nouveautés. Ça sera début août avec Francky, avec Rémi, avec Sico, avec toute la bande, la Dream Team des consultants sang et or. Portez-vous bien, allez les bleus et à bientôt. Ciao. Ciao à tous. Bonnes vacances.